Entre enjeux et défis, une succession d'événements. Une halte sur un fait, une actualité. L'événement qui aura marqué la semaine. L'événement du Sahel. Un rendez-vous hebdomadaire destiné à décortiquer, analyser et commenter l'actualité phare du Sahel. Présenté par Zine Chafaou. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs d'Ifriqiya FM, la bienvenue à vous dans votre émission L'événement du Sahel. Je rappelle que l'Événement du Sahel est une émission hebdomadaire de 26 minutes destinée à analyser, commenter et débattre des événements phares qui ont marqué la semaine de la région. Le numéro d'aujourd'hui est consacré aux travaux du 37e sommet de l'Union africaine. Il est intitulé « L'Afrique sur plusieurs fronts ». Pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir dans les studios d'Ifriqiya FM notre confrère de la presse privée, Mouqran Aïtouarabi. Bonjour Mouqran. Bonjour à vous auditeurs. Bienvenue à vous. Alors Mouqran, dimanche 18 février, le 37e sommet de l'Union africaine s'est achevé à Addis Abeba. Une trentaine de présidents et de chefs de gouvernement étaient présents dans la capitale éthiopienne. Plusieurs dossiers ont animé les discussions, notamment les violences dans l'est de la République démocratique du Congo. Avec la crise migratoire, le changement climatique, les questions de santé ont aussi été au cœur des préoccupations. Ce sommet intervient, rappelons-le, à un moment où le continent est de plus en plus secoué par des coups d'État et des conflits. Au terme de ce 37e sommet, la présidence tournante de l'organisation est revenue à la Mauritanie qui succède aux Comores. Alors, le programme de ce 37e sommet de l'Union africaine était plutôt chargé. Mais avant d'en parler, est-ce qu'il vous serait possible de nous faire un petit bilan du 36e sommet ? Est-ce que le président comorien, qui a cédé les commandes au président mauritanien, je parle donc du président comorien Azali Assoumani, est-ce que son mandat a été couronné de succès ? Oui, vous avez bien fait de poser la question. Effectivement, on ne peut pas parler du nouveau mandat sans parler du précédent. Donc, le Comorien, le Comore, vous savez que c'est la première fois qu'elle accède donc à la présidence de l'Union africaine. Tout à fait. Elle a eu cet immense privilège de le faire. Donc le président comorien lui-même a fait son propre bilan. Et effectivement, c'est un bilan mitigé dans un contexte que vous connaissez de conflits en cascade. Donc on rappelle que c'est un mandat d'une année. C'est un mandat d'une année, donc durant l'année quand même, il y a eu 2 coups d'État, oui. Il y a eu l'exacerbation donc du conflit au niveau du Soudan avec une guerre civile carrément qui a éclaté en avril 2023. Oui. Il y a eu au coup d'État au Niger, il y a eu au Gabon aussi, et beaucoup de conflits plus anciens qui sont toujours là, avec aussi, il y a beaucoup de conflits latents. Oui. Le Comorien, on peut dire que quand même, il a un bilan mitigé puisqu'il a réussi aussi à faire adhérer donc l'Union africaine au G20 qui n'est pas quand même rien, c'est très important. Donc ça met l'Union africaine sur la scène internationale. Vous savez que le G20 va se tenir dans quelques mois, en juin prochain, il sera... Ouais. Donc c'est quand même, on peut le mettre sur son actif, donc d'avoir réussi ça. En plus d'avoir aussi accéléré un peu, dynamisé un peu le processus de l'intégration économique africaine à travers donc la mise en œuvre de la ZLECAf, donc de la zone de libre-échange continentale. On peut retenir déjà ça. Voilà. Oui. Très bien. Et pour revenir aux travaux de ce 37e sommet de l'Union africaine, est-ce que vous pouvez nous planter le décor, si je puis dire, et nous rappeler un peu dans le contexte dans lequel intervient un peu ce 37e sommet ? Vous savez, il intervient dans un contexte qui est international qui est très tendu.
marqué par le conflit en Palestine, avec la poursuite des massacres et le génocide donc commis par l'État d'Israël en Palestine. Il y a eu donc les conséquences qu'on vit encore du conflit russo-ukrainien sur le plan international géopolitique. Et bien évidemment, tout ça a un impact sur la situation au niveau du continent qui vit et qui a enregistré donc un nombre assez important de conflits sur le sol africain. Voilà. Oui, par rapport, il est possible aussi de dire un mot aussi sur les conséquences de la période, les conséquences du Covid sur oui, le continent. Tout à fait. Nous sommes dans une situation post-Covid difficile. Au continent, africain, c'est le plus touché par la Covid-19. Les séquelles elles sont encore là, les conséquences elles sont encore là. Surtout économiques et commerciales et sociales. Voilà, donc l'inflation qui a laminé donc le pouvoir d'achat déjà qui n'était pas assez important des populations africaines. Les États donc ils se retrouvent déjà endettés donc avec des difficultés aggravées donc par ces 2 années de Covid qui ont mis à l'arrêt pratiquement toute l'économie mondiale et dans les moins résilients c'est les économies africaines. Effectivement les séquelles de la Covid-19 sont encore là, hein, ils sont visibles un peu partout en Afrique. Exactement. Et ce que vous dites là est confirmé ou a été confirmé par un rapport de la Banque africaine de développement qui a été rendu public cette semaine et qui effectivement souligne la fragilité pratiquement de toutes les économies africaines. Moukhaled Toualabi, est-ce qu'on peut s'attarder un instant sur les conflits qui secouent le continent? Vous disiez tout à l'heure que le président comorien Azali Assoumani a un peu échoué dans sa mission de réduire les niveaux de violence qui caractérisent le continent africain. Je crois savoir que le continent africain est pratiquement la seconde région du monde à enregistrer le plus de conflits. Si mes chiffres sont bons, alors en Afrique, nous avons pas moins de 38 conflits armés. Oui. Tout à fait, sans compter les conflits qui sont latents, qui ne sont pas encore déclarés, qui risquent d'être déclarés à tout moment. Vous savez qu'il y a 55 États africains. Oui. Et quand on annonce comme ça un chiffre, donc il y a ces conflits, 38 conflits, c'est énorme par rapport à... Donc c'est plus que la moitié. Oui. Et ces conflits, à la fois c'est des conflits inter-États ou intra-États. Oui. C'est des conflits qui ont des conséquences... Alors heureusement que les conflits inter-États ne sont pas nombreux. Alors si mes calculs sont bons, on peut les résumer à 2. Alors vous avez le conflit du Front Polisario, le conflit du Sahara occidental. Sahara occidental, vous avez... la République démocratique du Congo qui a des problèmes en ce moment. En ce moment, actuellement, avec le Rwanda, donc à cause du M23. Oui, et vous avez aussi, on peut le considérer comme un conflit interétatique, c'est l'Égypte avec l'Éthiopie. L'Égypte avec l'Éthiopie, c'est un conflit latent. Mais on peut parler de tension. Vous savez aussi la crise, elle n'est pas armée, mais elle est là entre l'Éthiopie qui accueille le siège de l'Union africaine et la Somalie à cause donc d'un accord établi entre le gouvernement éthiopien et la région séparatiste, le Somaliland, donc qui est là. D'ailleurs, le président somalien a quitté le sommet en protestant contre l'accueil qui lui a été réservé donc à Addis Abeba. Voilà. Donc effectivement, il y a ces conflits inter-États, mais il y a beaucoup de conflits intra-États. Donc soit ce sont liés carrément au terrorisme, donc des difficultés notamment au Sahel et tout. Il y a aussi des problèmes de changement non constitutionnel. On est passé de 2023 à 2024 donc
donc depuis 2021, on peut donc dire qu'il y a eu quand même 6 changements non constitutionnels qui ne sont pas conformes donc à la résolution, donc au texte fondateur de l'Union africaine qui interdisent les changements non constitutionnels. Les derniers en date, c'était au Gabon, donc en août 2023. Il y a eu avant le Niger, bien avant donc de 2021 à 2022, il y a eu aussi au Mali, au Burkina Faso, voilà, donc il y a en tout 6 pays, donc en Guinée aussi, il y a eu un changement non constitutionnel. On constate que d'année en année, la situation s'aggrave. Vous avez un pays qui a battu le record des coups d'État, c'est le Mali, qui a pratiquement eu 2 coups d'État dans la même année. Donc, dans la même année, effectivement, en 2021, un coup d'État dans le coup d'État, et avec un nouveau régime donc, qui a du mal donc, à asseoir sa légitimité au Mali aujourd'hui et qui est en train d'aggraver la stabilité régionale de par la politique qu'il est en train de une mener. Une politique d'hostilité à l'égard des voisins surtout. Oui, décriée à la fois par les instances internationales et par de grands acteurs internationaux et régionaux. Oui. Alors le Mali, on peut en parler 2 minutes. Vous ne pensez pas que ce pays fait preuve d'ingratitude à l'égard de l'Algérie qui lui a évité l'éclatement en 2012, en 2013. Il n'y aurait pas eu l'implication de l'Algérie dans le règlement de la crise malienne en 2013. Aujourd'hui, ce pays serait peut-être morcelé en 2 ou en 3 pays. Je pense que le Mali doit s'estimer heureux, doit être content d'avoir un voisin comme l'Algérie. Il est difficile d'avoir un voisin qui a le souci de la stabilité interne d'un pays. Et l'Algérie a un souci permanent de la stabilité de tous les pays voisins. Et de la défense des souverainetés, de la souveraineté des pays. De la défense des souverainetés des pays. Vous savez que l'Algérie a toujours été contre l'ingérence étrangère, elle l'a combattu, elle l'a combattu au niveau de la région du Sahel. Elle a été en première ligne en termes de lutte contre les ingérences étrangères, quelle que soit leur forme. Elle a toujours été du côté du Mali depuis son indépendance. L'Algérie, elle a aidé l'aide algérienne, elle est multiforme, elle a défendu sur la scène régionale et internationale. Et vous savez que les interventions, y compris d'ensemble régionaux, ont été arrêtées, que ce soit pour le Mali ou le Niger, grâce aux initiatives algériennes. La dernière initiative, si vous le permettez, M. Moukran Touarabi, en 2012, lorsque le MNLA, le Mouvement national pour la libération de l'Azawad, avait proclamé de manière unilatérale l'indépendance de l'Azawad, le premier pays à s'être opposé à cette indépendance et au morcellement du Mali, c'était l'Algérie. Donc, et aujourd'hui, on a l'impression que la junte militaire malienne qui est à Bamako oublie un peu tous les actions menées par l'Algérie, par d'autres amis du Mali, pour que le territoire malien reste un et indivisible. Je crains que justement la junte qui est au pouvoir est en train de mettre en œuvre un agenda extérieur qui n'est pas le sien, qui n'est pas en faveur du peuple malien, ni en faveur de tout le voisinage. Donc on sent que donc ceux qui tiennent actuellement le pouvoir au Mali, à leur tête Assimi Goïta, ne mesurent pas la gravité de leurs actes et de leurs décisions. Il aurait été peut-être acceptable de voir un pays souverain comme le Mali décider de se retirer d'un accord qu'il trouve ne correspondant plus à ce qu'il a envie à la manière avec laquelle il a envie de stabiliser, d'instaurer la paix au niveau interne, mais s'attaquer d'une manière aussi injuste et injustifiée
pays. à des pays qui ont été toujours aux côtés du peuple malien, aux côtés de la souveraineté du Mali, aux côtés des intérêts suprêmes du Mali. Oui. De cette manière, me faire fait penser de... à un voisin direct. On retrouve facilement les mêmes éléments de langage. L'Algérie a été le premier pays, a été pionnier en termes de lutte contre le terrorisme. Accuser l'Algérie d'attiser le terrorisme au Sahel, c'est vraiment être de mauvaise foi. De mauvaise foi. Oui. Dire que l'Algérie cherche la partition du Mali, c'est tout à fait le contraire. Les faits sont têtus, ils sont là, et je ne pense pas qu'il y a un Malien qui peut apporter la preuve du contraire. Oui. Alors mon collègue, merci pour tous ces éléments factuels. Hein. Nous ne sommes pas dans l'analyse, mais nous sommes dans un rappel de faits. Mais donc, en plus de Mali, nous parlions des différents conflits qui secouent actuellement le continent africain. Parmi les pays qui sont aujourd'hui dans une zone de turbulence, on rappellera qu'il y a le Burkina Faso, le Cameroun, c'est surtout le nord, donc qui est touché entre les conflits. Vous savez qu'il y a un conflit entre régions anglophones et régions francophones. Vous avez la République centrafricaine, il y a l'Éthiopie, il y a le Mozambique, il y a le Nigeria, il y a le Sénégal, il y a la Somalie, il y a le Soudan du Sud, il y a le Soudan. Et donc l'Union africaine n'arrive pas à trouver la formule idéale pour faire respecter d'abord ses propres résolutions, qui sont d'interdire les changements inconstitutionnels, carrément qui sont de condamner les conflits, mais on a l'impression que l'Union africaine est pratiquement pieds et poings liés face à la situation qui caractérise aujourd'hui le continent. Vous aviez bien fait de relever tout ça. Effectivement, on constate que l'Union africaine elle est dans une position d'impuissance face à cette inflation de conflits. Je pense que il est important de se pencher sur l'architecture actuelle de l'Union africaine et tous les mécanismes et les instruments et les instances mis en place afin de prévenir les conflits. Vous savez que l'Union africaine a fixé un objectif premier de faire de l'Afrique un pays désarmé et en paix en 2020. Cet objectif n'a pas pu être atteint. C'est pas la faute à celui qui préside telle ou telle instance au niveau de l'Union africaine, mais parce que les conflits ils étaient d'une intensité telle que l'architecture actuelle de l'Union africaine n'était pas en mesure de faire face. Aujourd'hui encore, on fixe notre objectif qui est d'atteindre de pacifier le continent africain, donc de ramener la paix en Afrique et de faire taire les armes d'ici 2030. Effectivement, c'est un objectif très intéressant, mais il faudrait bien mettre les moyens afin que cette fois-ci on puisse atteindre cet objectif. Mais on peut constater d'ores et déjà qu'il est impératif pour l'Union africaine de revoir un peu sa façon de faire. Il faut que l'Union africaine, en tant qu'organisation continentale, assume entièrement le leadership des crises. Donc il faut qu'elle soit en première ligne dans la gestion des crises. Or, ce qu'on constate aujourd'hui, que l'Union africaine a délégué ses pouvoirs à des ensembles régionaux, à des zones, donc organisations régionales. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, par exemple, la CEDEAO s'occupe du Sahel, les gars de la Corne de l'Afrique, et ainsi de suite. Donc il y a 5 organisations régionales qui sont là, et c'est bien qu'il y ait ces organisations et tout, mais cette architecture finalement ne joue pas le rôle de stabilisation au niveau régional. Elle n'arrive pas donc à endiguer tous ces conflits qui minent l'Afrique aujourd'hui. Effectivement,
l'Union africaine qui est guidée par un agenda à l'horizon 2063, oui. Donc l'organisation continentale aspire à transformer l'Afrique en puissance mondiale de l'avenir. Son ancêtre, l'organisation de l'unité africaine, visait à évincer les puissances coloniales. Il s'agit désormais, comme vous le dites, d'œuvrer dans le domaine de la paix et de la sécurité, mais effectivement ce virage demeure très complexe et très timide, effectivement. Mais justement, donc là, c'était pour les mauvaises nouvelles, mais bon, il n'y a pas eu que de mauvaises nouvelles lors de ce 37e sommet de l'Union africaine. Bon, en plus de la question des conflits, des changements constitutionnels, l'Afrique a planché aussi sur un bon nombre de questions, et parmi ces questions, il y a des questions essentielles qui sont, par exemple, celles en rapport avec la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Et je crois savoir que l'Algérie, qui était présente à ce sommet par l'intermédiaire de Ahmed Attaf, qui est le ministre des Affaires étrangères, a fait un discours où il a rappelé la nécessité pour les Africains de rester unis pour mieux défendre ou défendre de la meilleure manière qui soit les intérêts du continent au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU et plus généralement au niveau de l'ONU. Oui, tout à fait. La question de la réforme de l'ONU, elle revient d'une manière très importante. L'Afrique est le seul continent à ne pas être représenté au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, Mourad. Effectivement, en même temps, c'est une organisation aujourd'hui inefficiente, complètement dépassée par le contexte international. Nous pouvons le relever tous les jours avec le conflit en Palestine. Je tiens à souligner que l'Union africaine a eu quand même une position assez importante par rapport on va y revenir. Donc aujourd'hui, effectivement, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a beaucoup insisté sur la question de la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est une question très, très importante que l'Algérie compte défendre bec et ongle durant son mandat de 2 ans qu'elle a entamé en janvier dernier en tant que membre non permanent au sein de cette instance suprême de décision des Nations Unies. Attaf a fait un peu le tableau de bord, comment il voit l'action africaine pour faire avancer ce dossier. Donc il faut l'Afrique reste unie et parler d'une seule voix. L'Afrique, c'est le seul continent, si on peut dire ainsi, avec l'Amérique latine qui n'est pas représentée au sein de cette instance qui est censée défendre tous les pays membres. Donc c'est une grave injustice à l'égard de ce continent. Sachant que l'Afrique, c'est quand même près de 31 millions de kilomètres carrés, c'est près d'1,5 milliard de personnes. Vous avez la moitié des ressources minières qui se trouvent en Afrique. Vous avez des terres rares et vous avez un continent comme ça qui n'est pas représenté au Conseil de sécurité. C'est un continent comme ça qui a 54 pays qui siègent, membres au sein de l'Assemblée générale de l'ONU, avec le 55e qui est dans le processus de décolonisation qui est le Sahara occidental. 54 voix, quand même, c'est le quart de l'Assemblée générale des Nations Unies. On mérite quand même une place parmi ceux qui décident aujourd'hui. Au fait, ce qui est aujourd'hui demandé, c'est pas uniquement pour l'Afrique, c'est dans l'intérêt du monde entier aujourd'hui. L'Afrique, elle n'est pas représentée. En même temps, il y a un déséquilibre de représentation d'une manière générale. Oui. Très bien. Pour terminer, il nous reste une toute poignée de 2 minutes. Je crois qu'on est à 3 minutes. On ne peut pas terminer l'émission sans parler de la formidable mobilisation de l'Union africaine en faveur des Palestiniens. Et l'organisation continentale a achevé ses travaux en condamnant de la manière la plus ferme qui soit le colonialisme colonialisme israélien et l'agression barbare israélienne contre les Palestiniens et particulièrement contre les Palestiniens de Gaza. On sent que l'Union africaine revient un petit peu aux fondamentaux qui consistent à afficher un soutien indéfectible à la cause palestinienne.
Tout à fait. Vous savez que effectivement, c'est très important de souligner que l'Union africaine aujourd'hui adopte à l'unanimité une position ferme et de solidarité avec la Palestine et une décision ferme de condamnation du génocide perpétré à Gaza actuellement. Oui. C'est quand même une décision assez forte et l'Union africaine et l'Afrique d'une manière générale s'est distinguée dans ce conflit. Elle prouve qu'elle a un rôle quand même à jouer dans la résolution des conflits au niveau international, même si au niveau africain aujourd'hui elle a des difficultés par rapport à certains dossiers comme le dossier palestinien. Elle a suffisamment de légitimité pour justement tenter d'orienter les choses dans le bon sens, parce qu'il y a une grave injustice envers le peuple palestinien. Oui. Aujourd'hui, en voyant l'Union africaine, tous les membres, les États membres, les 5 États membres, dire comme ça les choses d'une seule voix et condamner à l'unanimité l'agression israélienne et demander, exiger un cessez-le-feu immédiat, c'est formidable. Donc on peut quand même, l'Afrique peut parler d'une seule voix, sachant que l'État d'Israël a tout fait pour noyauter un peu cette institution à travers des tentatives de figurer comme membre observateur et grâce à la vigilance des États africains, on a pu donc avorter tout ça et ça prouve aussi que voilà, il y a une prise de conscience au niveau africain par rapport à cet État d'Israël qui est loin d'être ce qu'il veut comme il se présente aujourd'hui. Donc finalement c'est un État colonisateur qui pratique de l'apartheid et on peut dire même aujourd'hui c'est un État criminel. Très bien, merci beaucoup Moukhala Touarabi pour vos éclairages. C'était donc le mot de la fin. Nous arrivons, chers amis auditeurs et auditrices, au terme de cette émission qui a été préparée et présentée par Zine Chalfaoui. À la barre technique, il y avait Wissam. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de l'événement du Sahel. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur Internet. Pour cela, il vous suffit simplement de télécharger notre application sur Play Store. Bonne écoute avec la suite des programmes d'Ifriqiya FM. Au revoir.